Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Premier jour du mois de février 2024, merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Les habitants du quartier Karurama situé en province de Cibitoke craignent pour la sécurité d'un des résidents de cette localité, un ressortissant rwandais arrêté ce mercredi. Sa nationalité serait le motif de son arrestation selon nos sources, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous allons aussi vous parler dans ce journal d'un recensement aux visées politico-ethniques initié par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui est encore en commune de Rumongue et qui inquiète certains enseignants. Ces derniers indiquent qu'ils craignent d'éventuelles persécutions après ce dit recensement. Dans ce journal, nous allons également nous rendre hors des frontières burundaises, à Nakivale, en Ouganda, où des réfugiés burundais lancent une alerte aux âmes charitables de les venir en aide après que le HCR devrait annoncer la fin de l'accès aux soins de santé. Une alerte soutenue également par des activistes qui militent pour la protection des réfugiés, tout en indiquant que les réfugiés sont vulnérables. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Oh, bonsoir. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Des habitants du quartier Karurama, situé au chef-lieu de la province Cibitoke, alertent sur une arrestation d'un ressortissant rwandais survenu ce mercredi. Pour ces habitants du quartier Karurama, ce Rwandais ne serait victime que de son origine et craignent pour sa sécurité. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Justin Mwari habite le quartier Karurama, situé au chef-lieu de la province Cibitoke. Commerçant au marché central de Cibitoke, ce dernier est incarcéré depuis ce mercredi au cachot du commissariat provincial de Cibitoke. Selon des sources sur place, il était sous filature depuis le début de cette semaine. Ceux qui sont venus l'arrêter étaient au nombre de 3 policiers et le 4e était le commissaire communal de police. Lundi passé, ils étaient venus au nombre de 5 et étaient partis avec lui, mais ce jour-là, ils l'avaient ramené à la maison. Donc, ce mercredi, ils étaient revenus pour la deuxième fois à 4. Ils sont partis avec lui et l'ont remis à Anopeji. Ce dernier aurait écrit comme accusation qu'il est rwandais. Ceux qui ont pu s'entretenir avec Justin avant son incarcération indiquent qu'il leur avait dit qu'il y aurait eu des tentatives de l'enlever. Un des commerçants de la localité serait derrière ces persécutions. Justin aurait un conflit avec Nacho, mais avant ça, il m'avait informé que le commissaire communal, accompagné d'un certain nombre de policiers, avait tenté de l'arriver dernièrement. Je crois que Nacho Yomba aurait saisi le commissaire communal, mais ce qui est évident, c'est que le conflit aurait été transformé et il est victime maintenant d'être rwandais. Certains voisins de Justin Mwari qui ont requis l'anonymat révèlent que la police se cache derrière un conflit de stand au grand marché du chef-lieu de la province entre Justin Mwari et un certain Joseph Nachombaye pour expliquer son incarcération, un motif qui, selon les mêmes voisins, ne tient pas debout puisque ce genre de différends sont légion dans cette province. Pourtant, personne n'a été mis sous les verrous, d'où les habitants de la place pensent que ce commerçant est victime de la tension entre le Burundi et le Rwanda. Marié à une Burundaise, Justin Mwari vit en province Cibitoke depuis plus de 20 ans. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le commissaire communal de police à Rugombo, prénommé Roger, mais il nous a renvoyé au commissaire provincial de police. Mais ce dernier, nommé Jacques Nidjimbere, n'a pas répondu à notre appel. De Cibitoke cap à Rumongue, où des enseignants des écoles fondamentales de la direction communale de l'enseignement à Rumongue s'inquiètent suite à un recensement effectué actuellement par le parti CNDD-FDD au niveau de leurs écoles d'affectation. Ces enseignants expliquent que le fait d'être membre du CNDD-FDD et l'appartenance ethnique sont une des questions posées dans ce dit recensement, et ces enseignants de craindre des persécutions ciblées qui pourraient suivre après
effectuer ce recensement. Le point avec Eric Nyonzima. Les écoles de la direction scolaire communale de Rumonge où se déroule un recensement des enseignants sont les écoles fondamentales Kigwena, Chabara et Mayengo 1. Un enseignant qui est membre du CNDD-FDD fait passer une liste à tout enseignant qui doit compléter. Notre source nous parle des questions auxquelles ils répondent. Un recensement douté est en train d'être conduit sur les enseignants. On nous demande le nom et prénom, le niveau d'études, que tu es bénévole ou engagé, ton ethnie et ton numéro de téléphone. Par crainte, même un enseignant qui n'est pas membre du CNDD-FDD est obligé d'indiquer qu'il est membre de ce parti. Ces enseignants indiquent qu'ils sont anxieux parce qu'ils ne savent pas à quoi vont servir ces fiches. Tout ça est inquiétant vu que tu n'es même pas ton directeur qui mène l'enquête. C'est une autre personne qui demande si tu es un membre du CNDD-FDD ou pas. Et là, nombreux sont ceux qui acceptent à contre-cœur qu'ils sont membres de ce parti à cause de la paire. Il demande à la direction communale de l'éducation en commune Rumonge ainsi que le directeur provincial de l'enseignement d'éclaircir la situation en rapport avec ce recensement qui est en train d'être effectué en commune Rumonge. En parlant toujours du domaine de l'éducation, la consommation des stupéfiants en milieu scolaire est le résultat du laisser-faire des parents et des éducateurs, surtout des encadreurs. Propos de Lali Nividzi qui suit de près le secteur éducatif au Burundi. Cet activiste qui milite pour la protection des droits des enfants demande au gouvernement de mettre en place un cadre d'écoute et de suivi pour aider ces enfants à s'en sortir. Et la Nividzi sollicite également l'administration et la police pour qu'elles s'impliquent davantage pour couper court avec ce phénomène. La consommation de ces stupéfiants est un phénomène qui s'observe souvent à partir même de l'adolescence et les enfants sont entraînés par les autres et il n'y a pas de cadre qui puisse leur permettre d'être écoutés mais aussi d'être conseillés, d'être mis en garde pour prévenir une consommation de ces produits, mais aussi une certaine dépendance par rapport à ces produits. Dans les écoles, souvent, les écoles n'ont pas d'encadreurs suffisants en nombre. Ils n'ont pas assez de professeurs et les encadreurs sont à cheval entre la classe et les alentours de la classe pour l'encadrement. D'où je recommanderais qu'il puisse y avoir un effectif suffisant d'encadreurs. Mais pas n'importe quel encadreur. Il faut que ces encadreurs bénéficient d'une formation en matière d'encadrement de la jeunesse, en matière d'encadrement des jeunes pour prévenir la consommation de stupéfiants. Mais aussi, il faut que ces encadreurs soient des encadreurs de bien éduqués eux aussi. Donc, c'est le milieu scolaire qui doit prendre ses responsabilités d'abord pour qu'ils fassent leur travail. L'autre conseil, c'est envers les parents. Il ne faudrait pas que les parents protègent leurs enfants, soi-disant qu'ils les protègent contre les punitions à l'école. Il faut une franche collaboration à l'école entre les parents et les éducateurs, mais aussi qu'ils soient complétés par l'administration et les agents de sécurité afin qu'ils puissent aider ces enfants à s'en sortir, mais aussi protéger le milieu scolaire. Si les écoles avaient des infrastructures qui sont protégées avec des clôtures, il y aurait moyen de minimiser parce que les enfants n'auront pas plusieurs points par lesquels ils vont s'évader. Mais aussi, il faut que l'administration, les services de sécurité puissent protéger ces enfants en décourageant les points de vente. Et les enfants ont des ghettos autour de l'école. Ces ghettos sont connus et la police n'y fait rien, l'administration n'y fait rien. Je me dis que au lieu de directement condamner ces enfants-là, il faut voir si les adultes ont fait leur travail d'encadrement, de protection, mais aussi de sanction. Oui, les encadrer, utiliser la manière non violente, mais à un certain moment, passer par la manière forte de punition, d'arrestation, ce sera comme un dernier recours pour sauver ceux qui ne sont pas encore engagés dans la consommation de stupéfiants. Je vous le disais dans les titres, désespoir chez les réfugiés burundais du camp d'Onaki Valley en Ouganda suite à l'accès aux soins de santé qui devient de plus en plus un casse-tête. Depuis 3 mois, ces réfugiés burundais ne sont plus soignés et ont été signifiés par le HCR que le domaine de la santé n'a plus de financement. Ces réfugiés demandent actuellement aux âmes charitables de leur venir en aide. Les détails avec Danny Claire, il la trouve. Avec l'équipe Medical Teams International MT Uganda, tout réfugié malade avait droit aux examens médicaux mais après aux médicaments. Cependant, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les réfugiés n'ont droit qu'aux examens médicaux. Un problème pour les réfugiés qui font face actuellement à une pauvreté extrême.
Depuis quelques jours, après les examens de laboratoire, on te dit d'aller chercher les médicaments prescrits ailleurs. Cela n'est pas facile pour plusieurs réfugiés parce que nous sommes dans une situation de pauvreté notoire. Vous savez qu'il y a ceux qui ne sont plus réalistes de bénéficier de telles petites sommes d'argent. Même ceux qui en bénéficient, elle est très minime, à tel point qu'on ne parvient pas à acheter de quoi se nourrir ou encore acheter des médicaments. Les personnes les plus vulnérables face à cette situation sont les personnes avec des maladies chroniques. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de maladies chroniques. Cela éprouve beaucoup de difficultés pour l'accès aux médicaments. Ce problème de manque de médicaments dans ce cas de Nakival est confirmé par ceux qui sont dans le secteur de santé. On leur a signifié que le secteur n'a plus de financement. On nous a donné l'injonction de dire aux gens qu'il n'y a pas de médicaments parce que l'aide a diminué. On leur prescrit des médicaments et ils vont s'approvisionner ailleurs. On leur donne de Panadol et Qualteme, des médicaments pour les maladies diarrhéiques et d'autres médicaments divers. Mais actuellement, depuis le mois de novembre, on n'a aucun médicament. On leur dit d'aller à Nyarugugu. S'ils ont des Panadol, ils les distribuent et pour les autres médicaments, ils les achètent ailleurs ou dans des pharmacies. Ces réfugiés du camp de Nakival demandent à tous ceux qui le peuvent d'aider pour qu'il y ait encore une fois le financement dans ce secteur de santé. Et la CBDH Vicar s'inquiète pour la survie de ces réfugiés burundais qui n'ont plus accès aux soins de santé. Le porte-parole de cette organisation qui milite pour les droits des réfugiés demande au HCR de revoir ses décisions car les réfugiés font partie des personnes très vulnérables. Je vous propose d'écouter Jean Bosco Vidigiro. Il est le porte-parole de la CBDH Vicar. La CBDH Vicar détient aussi ces informations que les réfugiés de certains pays des Grands Lacs n'ont plus accès aux soins de santé. Hier, c'était la Tanzanie, mais selon les informations que nous détenons, les réfugiés en Ouganda aussi commencent à sentir de ces douleurs. Pour la CBDH Vicar, c'est une situation très déplorable du fait que lorsque les réfugiés sont dans les camps, ils sont serrés. D'où si une maladie ou une autre attaque, ça risque d'être comme une pandémie, surtout que ces réfugiés étaient dans des conditions qui ne sont pas bonnes concernant la situation alimentaire. Aussi, lorsque nous entendons ce que disent les agents du HCR, ils disent que les partenaires traditionnels ont changé de direction vers les réfugiés palestiniens et les réfugiés ukrainiens. Pour la CBDH Vicar, nous nous posons la question si cette décision a été étudiée minutieusement avant d'être mise en application. Parce que non seulement les réfugiés sont dans des conditions précaires dans les pays de Grands Lacs, mais aussi, suite à la situation sécuritaire qui se détériore du jour au jour, les réfugiés s'augmentent dans les cas des réfugiés. Alors, la CBDH se dit que ce n'est pas le moment pour que les partenaires quittent, alors que c'était ces partenaires qui avaient mis l'organisation d'ITHC comme canal pour intervenir en faveur des réfugiés et des personnes vulnérables. La CBDH Vical demande à ces pays partenaires de se ressaisir et réviser cette décision prise très activement. La CBDH Vical demande aussi au HCR de continuer à toquer sur toutes les portes des bienfaiteurs parce que d'une façon ou d'une autre, ça sera une honte et une haute trahison de constater ou d'entendre que les réfugiés sont en train de mourir à cause de la faim ou à cause du manque de soins de santé, alors que être réfugié dans les conditions du statut veut dire être dans les mains du HCR. La CBDH Vicar termine en demandant aussi à ces pays qui avaient accueilli et héberge les réfugiés aujourd'hui de ne pas profiter de cette situation chaotique et chasser ou refouler les réfugiés vers leur pays d'origine où ils ont fui l'insécurité. Plutôt, nous leur demandons d'accompagner le HCR et d'assister le HCR pour la plaidoirie des réfugiés européens.
Économie à présent, le gouvernement du Burundi doit utiliser correctement le financement de la Banque mondiale alloué à la construction du barrage hydroélectrique Gigi Muremge pour permettre à ce que les travaux de ce projet terminent le plus vite possible, ce qui peut ainsi alléger les souffrances de la population en ce qui est de l'obtention du courant électrique, demande de l'ONG Parsem, qui recommande également que la gestion de la partie allouée à l'importation des produits de première nécessité soit l'apanage des banques commerciales et que tous les opérateurs économiques qui veulent importer doivent passer par ces banques. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, il est le président de la Parsem. Parsem vient d'entendre que la Banque mondiale vient d'accorder un financement de plus de 100 millions au gouvernement burundais, dont une partie va contribuer à la construction du barrage hydroélectrique Gigi Muremge, et une autre partie va appuyer, soutenir la balance commerciale pour pouvoir importer les produits de première nécessité, les engrais, les médicaments et autres. Mais Parsem voulait s'exprimer par rapport à cela. D'abord, Parsem se réjouit de ce financement et de la Banque mondiale, mais interpelle le gouvernement sur ce qui suit. D'abord, vous savez que la construction du barrage hydroélectrique Gigi Muremge vient d'arriver en retard énorme. Il faudrait que cet argent soit utilisé correctement pour permettre à ce que les travaux de construction de ce barrage terminent le plus vite possible pour alléger la souffrance de la population en matière de disponibilité, en matière d'offre de l'énergie électrique. Deuxièmement, la partie qui va financer l'importation des produits de première nécessité. Pour Parsem, quand un tel financement est accordé, j'imagine que certains cadres de l'État est rompus aux pratiques de détournement et de deniers publics commencent à ouvrir grandement les yeux. Il faut prendre toutes les balises pour que cet argent soit utilisé et très correctement. D'abord, il faut que la gestion des processus d'importation soit l'apanage des banques commerciales. Donc, tous les opérateurs économiques qui veulent importer les biens doivent passer par les banques commerciales partenaires. Deuxièmement, la Banque centrale devrait sortir une réglementation rigoureuse qui montre les produits de première nécessité éligibles sur ce financement de la Banque mondiale. Plus jamais d'accorder l'argent au compte, plus en cash, d'aller importer avec des dollars dans les valises. Et ça c'est un comportement quand même de bas étage. Même les autorités publiques doivent observer cette réglementation. Il n'y a pas une autorité spéciale depuis le président, du président de la République jusqu'à l'autorité subalterne. Ils doivent observer cette réglementation. Il ne faut plus qu'il y ait de spéculation. La Banque centrale devrait aussi décréter des sanctions sévères à l'encontre des banques qui pourraient outrepasser la mise en application de cette réglementation. Faustin Ndikumana, président de la Parsem, demande également que la vérification et le contrôle de la quantité et la qualité des produits importés soient réalisés par des partenaires extérieurs, ce qui permettra aussi d'éviter la surfacturation ainsi que la spéculation. Suivez encore une fois Faustin Ndikumana. La BRB devait aussi chercher des maisons partenaires à l'extérieur de surveillance des importations pour vérifier, contrôler la qualité et la quantité des biens qui sont embarqués vers le Burundi pour éviter la spéculation et la surfacturation qui peuvent être alimentées par certains opérateurs économiques véreux qui veulent tricher. Les services douaniers aussi devaient être à l'œuvre, collaborer avec cette maison, collaborer avec la Banque centrale pour décourager ce détournement des devises dont le pays a tant besoin pour importer, pour que ces devises ne se volatilisent pas. Le gouvernement aussi devait faire un audit externe sur la gestion des devises dans ces derniers temps à la Banque centrale pour décourager son comportement de bas de page. La BRB doit retourner sous le contrôle du ministère des Finances pour que les autorités, en l'occurrence la présidence de la République, soient contrôlées. Et il ne faut pas qu'on soit gestionnaire en même temps contrôlé. Il faut que la Banque de la République retourne dans les pouvoirs de gestion du ministère des Finances. La présidence aussi devait s'attirer à ce que la Banque de la République garde son indépendance dans la gestion et le pilotage de la politique monétaire. Parce que, en s'assurant cette indépendance, la Banque centrale aura l'énergie de ne pas être soumise
aux sollicitations, aux spéculations des politiciens véreux qui veulent accéder aux devises de la Banque centrale en outrepassant la réglementation connue. J'imagine qu'actuellement nous sommes dans une situation délicate où le pays manque plusieurs produits de première nécessité. On ne devrait pas jouer avec un tel financement. D'abord, si on parvient à gérer correctement son financement, ça va ouvrir les canaux à d'autres partenaires qui pourraient vouloir subventionner le gouvernement du Burundi en matière d'importation de produits de première nécessité dont le pays a besoin. Le manque criant d'eau potable en mairie de Bujumbura est l'un des facteurs qui accentue la vie chère dont est confrontée actuellement la majorité des Burundais, témoignent certains d'entre eux. Ces derniers ajoutent que pour se procurer de l'eau, ils ont actuellement besoin de beaucoup d'argent, une situation qui génère des conséquences néfastes sur leur santé puisqu'ils se rabattent sur les eaux des rivières. Elvis Nyomungere nous en dit plus. L'eau potable est l'une des denrées principales qui préoccupe les habitants de la mairie de Bujumbura à cause de leurs carences. Ces habitants se plaignent qu'il leur est très difficile de se procurer de l'eau potable parce que cela leur exige de payer au moins 5 000 francs bondés par jour. Une somme très difficile d'avoir, même pour ceux qui ont du travail. Ces habitants de la ville de Bujumbura constatent que cette vie chère est l'un des facteurs qui accroissent la corruption et le vol dans le pays. Si tu regardes les moyens financiers d'un fonctionnaire de l'État et que pour nourrir sa famille, il doit payer 3 000 francs de charbon par jour et ajouter 5 000 francs d'eau potable par jour. Cette somme est énorme. Personne ne peut en avoir. C'est à cause de cette situation que la corruption, l'injustice et le vol sont commis par les fonctionnaires de l'État. Aussi, ce manque d'eau potable vient empirer la vie déjà précaire des foyers très pauvres, car ils n'ont d'autre choix que d'aller puiser l'eau sale du lac Tanganyika et des autres rivières, l'eau qui est normalement pleine de microbes, et ainsi leur santé en souffle. Quand l'eau potable manque, des gens pauvres qui n'ont pas de moyens financiers pour acheter l'eau vont puiser l'eau des rivières ou du lac Tanganyika. Et vous savez que cette eau est sale, qui n'est pas bon de la consommer, car elle est pleine de saleté. Par conséquent, leur santé est affectée et ils sont toujours en train de se faire soigner les vers intestinaux et d'autres maladies liées au manque d'une bonne hygiène. Ce qui étonne et frustre énormément la population en général à mairie de Bujumbura, c'est qu'elle ne comprend pas comment le Burundi manque à ce degré l'eau potable, alors que c'est un pays qui a plusieurs lacs et plusieurs rivières. À cet effet, la population interpelle les dirigeants du pays à se ressaisir afin de résoudre ce problème qui ne devait pas figurer parmi les problèmes qui hantent la population, et si c'est nécessaire que le Burundi appelle à l'aide de la communauté internationale pour qu'elle aide le Burundi à fournir l'eau potable à ses citoyens. Merci à toi Elvis Nyomungere. Et il est très difficile de trouver le sucre en province Ngodi, indique que certains habitants dans peu d'endroits où les gens peuvent le trouver, ce produit coûte très cher. Ces habitants de la province d'Ngodi demandent donc aux autorités de trouver une solution à cette problématique. Les détails avec Onésime de Shimagidze. Les habitants de la province Ngozi indiquent qu'il est très difficile de trouver le sucre de la Sosumo et même du sucre venant de l'extérieur du pays depuis le début de l'année en cours. Même le prix qui est disponible est vendu à 10 000 francs burundais le kilogramme. Les commerçants expliquent qu'ils achètent aussi ce sucre à un prix exorbitant. Ces habitants indiquent que même les malades ne trouvent pas le sucre pour préparer le thé et la bouillie. Concernant le sucre, dans toutes les communes de la province Ngodi, il n'y en a pas. Le prix qui est disponible, que ce soit le sucre de la Sosumo ou même le sucre en provenance de l'étranger, coûte 10 000 francs le kilogramme. Les commerçants du sucre indiquent qu'ils achètent ce sucre à 8 000 francs le kilogramme. Comment pouvons-nous vivre? Même les malades ne bénéficient plus du thé ou de la bouillie. Ces habitants de la province Ngozi indiquent que certains commerçants cachent le sucre pour le vendre à un prix exorbitant. En commune Busiga, parfois les autorités disent que le sucre est disponible, mais il n'y en a pas. Et parfois ils prétendent que le camion a fait une panne. Parfois, ils nous disent que le camion qui transportait le sucre est tombé en panne sur la route et nous attendons en vain. C'est depuis le début de cette année.
À propos de ces lamentations de la population de la province Ngozi, nous n'avons pas pu joindre Désiré Minani, gouverneur de la province Ngozi, pour de plus amples éclaircissements. Dernière nouvelle de ce journal, des habitants de la commune Gihanga sollicitent l'intervention des hautes autorités du pays, dont le chef de l'État, pour qu'il les aide à arrêter des éleveurs qui amènent leurs bovins dans leur pâturage durant la nuit. Ces habitants s'indignent du fait que ces éleveurs semblent être intouchables malgré l'existence d'un décret présidentiel sur la tabulation permanente. Reportage signé Inès Gakiza. Nous, les habitants de la commune Gihanga, demandons avec insistance à l'administrateur communal et au gouverneur de la pratique de pâturer des vaches pendant la nuit. Ces vaches ne font que dévaster nos champs de culture. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes indignés de cette pratique. Aidez-nous à l'éradiquer, puisque nous ne trouvons en rien récolté malgré nos efforts. Il s'agit là des citoyens de la commune Gihanga en province Bubanza qui s'insurgent contre les éleveurs de bovins qui font paître leur bétail dans leurs champs de culture. Le plus frustrant pour les agriculteurs de cette commune est qu'ils ne parviennent pas à identifier ceux qui le font car ils se cachent derrière la nuit. Les heures avancées de la nuit déplorent cette source. Si l'obligation de pâturer dans la nature a été encore une fois légalisée, que cette pratique se fasse pendant la journée, puisque pendant la nuit, l'on ne saura jamais qui a endommagé son champ de maïs, riz, patates douces et haricots. Les collines les plus victimes sont Kagwema, Gihungwe et le village de la paix de Mogirigiri. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les administratifs de la commune Gihanga. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 1er février 2024 se termine. Merci aux collègues de la rédaction et de l'équipe technique pour leur collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une agréable soirée.